Si toi aussi tu veux devenir une abeille officiellement, c'est simple. Il te suffit de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche qui s'affiche juste après ton abonnement. Je t'encourage aussi vivement à réagir aux vidéos qui te plaisent. Plus on aura de réactions sur une vidéo, plus on est susceptible de creuser le sujet qui la concerne. Allez, bon visionnage. Bzz les abeilles et bienvenue sur Killer Bee. Ici Nil le Soubéran, toujours accompagné par mon fidèle Happy End qui s'est préparé à cette vidéo. Laissez-moi tout d'abord vous rappeler la présence de la ruche au Hero Festival de Grenoble. Il y aura donc sur le stand de Killer Bee Crew, Gallius, Pyrrhux, Ryo Sensei, Ken Sensei, Chameleon Girl et moi-même, avec de temps à autre Michel Barouille qui passera nous voir. Nous serons les 6 et 7 mai au salon, mais aussi les 5 et 6 mai au soir au Meltdown de Grenoble. Sachez que tout ce que vous verrez ici a été travaillé avec des experts, notamment de la troupe Atanae, qui ont bien creusé sur des questions que je me posais. Pour comprendre entièrement le sujet que je vais traiter, je vous conseillerais de visionner les vidéos faites par One Piece Belgium et par le Roux. Passons à la vidéo. Lors de ma première inspi Fripsby sur les Mugiwara, je disais que Nami était la représentation de Freya dans One Piece. Mais je n'ai pas oublié l'hypothèse comme quoi Frey serait aussi potentiellement présent un jour dans One Piece, ce qui pourrait créer un frère jumeau à Namizu. Cependant, nous allons nous concentrer sur du concret en parlant par exemple d'Elbaf et de la composition de l'île. Je pense qu'Elbaf pourrait être la représentation même de l'Yggdrasil et de ses 9 mondes. Pas forcément pour y mettre l'arbre d'Adam, la référence directe à l'Yggdrasil pourrait être assez subtile. Comme suggéré par One Piece Belgium qui m'a inspiré cette vidéo, ça pourrait par exemple venir d'un Logia ou d'un Paramecia du bois, maîtrisé par le grand roi d'Elbaf. Dans la continuité des vidéos faites par le Roux et One Piece Belgium, je détaillerai chacun des points de cette vidéo par des références nordiques. Prenons exemple sur ce point que j'ai cité. Pour moi, il sera géographique et à l'image de l'Yggdrasil. Elbaf sera représenté en un pays de 9 villes. Asgard serait la ville de Dori, et Vanaheim celle de Broggi. Ils sont interchangeables pour cet exemple, qui ne me servira qu'à expliquer leur vieille amitié et rivalité. Les As, habitants d'Asgard, ont toujours été en querelle avec les Vannes de Vanaheim. On a même eu droit à une longue guerre entre les deux peuples, qui s'est soldée par divers arrangements. Les uns fréquentent souvent les autres, ils s'embêtent sans vraiment se haïr. Ce sont les deux grands peuples de divinités qui fricotent ensemble. Alfheim serait une ville de géants inspirée des elfes. Connaissant les délires d'Oda, les elfes présents ressembleront plus à Legolas qu'aux protégés de Frey. Midgard serait une ville plus proche des civilisations humaines qu'on connaît. Peut-être une ville d'Elbaf qui appartiendrait aux humains. Ce qui m'amènera tout à l'heure à parler de Shanks. J'ai même envie d'ajouter le royaume des nains, histoire de placer Basti, Dara et Sigul dans le contexte de cette vidéo. Peut-être même en remplacement à Svartalfheim. Finissons avec la géographie pour pouvoir passer au reste. Jotunheim est mon royaume préféré, celui des géants qui sont pas toujours super agréables. Mais le royaume est réputé très dangereux. Niflheim serait certainement un royaume où Nami aura son rôle à jouer, étant donné qu'il s'agira là du royaume de la brume. Muspelheim est le royaume de Surt, et j'irai même jusqu'à dire celui d'Arujin, car c'est le royaume du feu, et que ce dernier cherchait le Meramera no Mi. Cependant, je vais me permettre de me contredire en disant que j'aimerais que ce soit le royaume de l'ennemi principal de l'arc, pour avoir un géant inspiré de Surt. D'ailleurs, on utilise déjà un prince géant du nom de Loki, comme le vilain psychopathe qui est attaché à l'Yggdrasil pour son nombre incalculable de crimes. Helheim serait donc le dernier royaume, celui de la glace. Hey Shanksy, hey, le vent gonfle ta voile. Hey Shanksy, pour te guider, fais confiance aux étoiles. Na Shanksy. Passons à Shanks. Pour commencer, je pense avoir changé d'avis sur le serpent rouge sang. Il se peut que ce soit lui, même si Dory et Broggi se battent depuis un siècle et que Shanks est trop jeune pour avoir été à Elbaf de leur temps, il existe plusieurs alternatives. A. C'est un titre qui se transmet à une personne ayant maîtrisé une certaine technique. B. Shanks s'est allé sur Little Garden, Dory et Broggi parlent d'un homme qui a réussi à partir sans aide. Il pourrait s'agir de Roger, et Shanks était donc sur le navire. C. C'est toujours Kaido, et ma première hypothèse sur son tatou était juste. D. C'est vraiment un serpent inspiré de Jormungand. En tout cas, son navire est ce qu'on a tendance à appeler un drakkar, et il est de couleur rouge. Ça pourrait coller. Oui, je ne fais pas le parallèle avec les cheveux de Shanks car, dans le cas où il n'aurait jamais rencontré Dory et Broggi, ça n'expliquerait pas pourquoi il l'appelle comme ça. D'ailleurs, Shanks est originaire de West Blue. Même si l'un de ses parents éloignés viendrait de Midgard en Elbaf, cette hypothèse est trop instable pour paraître cohérente. Maintenant, continuons sur Midgard, une ville peuplée d'humains digne de vivre parmi les géants. Ça donnerait une possibilité à Shanks de s'approprier ce territoire de façon plus légitime en se servant des traditions de l'île. L'inspiration ayant créé Shanks vient de deux personnages, Bjorn et Tyr.
Bjorn était le fils de Ragnar Lothbrok qui a découvert le Nouveau Monde. Si Ragnar, représenté par Roger, a découvert l'entièreté de ce dernier, Bjorn est celui qui l'a le plus parcouru. Ensuite, revenons à Tyr. Il a mis sa main dans la bouche du loup Fenrir pour que les autres dieux puissent l'attacher avec Gleipnir, le lien magique. Fenrir n'a pas laissé la main du dieu où elle était bien évidemment. Tyr a parié sur l'avenir, et n'attend que le Ragnarok pour donner une bonne leçon à Fenrir. Shanks a donné son bras au monstre de la baie, qui sera la représentation de la mâchoire de Fenrir. Son pari sur l'avenir, c'est Luffy, et son envie de vengeance ne vise qu'un seul homme, Teach, bien que le Ragnarok pourrait être provoqué par un petit bonhomme du nom de Kaido. Passons à ce petit bonhomme de Kaido. Ses inspirations mongoles ainsi que celles de Jack ont déjà été expliquées dans la vidéo des 20 inspirations d'Oda. Mais je vous avais dit que le côté nordique allait arriver plus tard. Plus tard, c'est maintenant. Kaido serait selon moi inspiré de Siegfried, l'étrange Achille des Nordiques. On ne l'a pas baigné dans les eaux du Lété, ce petit. En fait, il s'est frité avec un dragon du nom de Fafnir et s'est baigné dans son sang, vu que ça rendait invulnérable. Seulement, la Pokéball dans le potage, c'est qu'une feuille de tilleul vient se mêler à cette histoire et se colle sur le dos de Siegfried. Il est donc vulnérable en un point. Mais là où l'histoire se complique, c'est que Siegfried avait 3 acolytes. Pour faire simple, il y a Gunnar, Hogni et Gudrun, qui ont fait un pacte de fraternité avec Siegfried. Hogni et Gunnar ont toujours comploté pour tuer Siegfried. Gunnar est marié à Brynhild, qui aime Siegfried, qui est marié à Gudrun. Nous avons 5 personnages ici. Un chef, ses 3 acolytes et sa maîtresse. Gudrun empoisonne Siegfried, mais finit au bûcher avec sa dépouille. Selon les versions, c'est Hogni qui le tue. C'est d'ailleurs plus fréquent que ce soit lui le grand traître. En tout cas, retenez un truc. Tout comme dans Hamlet ou Akame ga Kill, tout le monde meurt à la fin de l'épisode. Revenons un peu sur le trésor que Fafnir gardait. Son or était maudit. Ceux qui tentaient de l'approcher mouraient. D'ailleurs, c'est ce qui pousse certains de ses rivaux à essayer de le buter. Et si ce grand trésor était le One Piece? Non pas que Kaido l'est, bien au contraire, mais il serait dans une position qui le rapprocherait assez de Raftel de par son statut de Yonkou. Du coup, certains veulent devenir calife à la place du calife et obtenir les fesses d'Onigomo grâce à la couronne de l'ancien royaume. Ça ferait presque de Roger notre bon Fafnir, mais vu que le fruit du dragon est souvent associé à Kaido dans les théories, peut-être qu'il joue à la fois Fafnir et Siegfried. La légende de la lance et du bouclier quoi. Enfin, les 3 acolytes sont bien évidemment les 3 grandes calamités. Passons au suivant. Mon petit Lekirou. Ah, toi t'en as fait couler de l'encre sur les forums, et pas qu'un peu. Nous allons parler de toi comme si tu avais un fruit lié au déplacement. Comme si c'était quelque chose d'officiel. Soit ton pouvoir serait celui d'Heimdall, et le pont des bisounours te permet de te déplacer, dans ce cas tu es un paramécia mon petit, soit tu es inspiré de Ratatosk, et ton pouvoir est effectivement celui du Tanuki. Vu ta tête ça ne me surprendrait pas, mais j'aimerais voir le parallèle avec Chopper, ça pourrait être fun. Pourquoi Ratatosk et Heimdall? Heimdall règne en maître sur le Bifrost. Il est donc le dieu protecteur du pont arc-en-ciel, entre les dimensions que sont les branches de l'Yggdrasil. Ceux qui ont lu les Marvel Comics, dans les Titans ou Strange ou même dans leurs adaptations, comprendront. Pour Ratatosk, c'est le dieu écureuil qui parcourt souvent l'arbre-monde. Il le fait d'ailleurs un peu trop souvent pour embêter ce pauvre Nidhogg et les autres animaux protecteurs de cet arbre, en racontant des ragots des uns sur les autres. En gros, Heimdall et lui sont liés au déplacement dans l'univers nordique. Après cet aparté, nous allons parler de 4 supernovae qui sont liés à Kaido. Leurs affiliations ne sont pas nordiques, mais les situations que je vais vous décrire méritent d'être racontées. La deuxième partie de cette vidéo sera donc consacrée aux pirates ayant réellement existé. X-Drake a été le premier à chercher l'alliance avec un Yonkou, et c'est donc par lui que je vais commencer. Francis Drake, fait chevalier par la reine et donc Sir Francis Drake, surnommé le corsaire de sa majesté. Premier point commun avec le personnage d'Oda, ils ont tous deux un parcours militaire très prononcé, puisque X-Drake a été contre-amiral de la marine. Un point commun aussi avec Law, puisque les inspirations des 2 personnages viennent d'Angleterre. Law avec la bataille de Waterloo, qui fit fuir le petit empereur qu'on appelle Napoléon, et le fameux coup de Trafalgar se déroulant en mer, qui est encore considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands sacrifices stratégiques de l'histoire. La famille de Drake était protestante, mouvement religieux né en Irlande. Une référence y est aussi placée dans un stéréotype célèbre. Les Irlandais comptent beaucoup de roues dans leur population. Enfin bref, l'inspiration et le personnage baignaient tous les deux dans la navigation maritime depuis tout petit. Francis Drake devient capitaine sur un bateau qui appartient à son cousin, John Hawkins. Nous reviendrons sur lui un peu plus tard. Drake est un opportuniste. C'est ce qui fera de lui
une grande fortune anglaise. Le roi Philippe II, mais aussi son Inquisition espagnole, étaient les plus grands ennemis de Drake et Hawkins. Peut-être aurons-nous plus de détails pendant la rêverie. Encore autre chose. Sa plus grande force de frappe était son alliance avec les Cimarrones, les esclaves en fuite. C'est en se faisant plus ou moins trahir verbalement par la reine Elisabeth que Drake devient un paria, alors que l'ascension de l'Angleterre en tant que puissance économique lui est due encore aujourd'hui. C'est à cette époque, pendant ces 2 ans de disparition historique, que les Espagnols le surnomment El Dragon, le dragon. On peut y voir une référence à son fruit du démon de type T-Rex. Suite à ça, il redevient un soldat de la reine quand cette dernière veut mettre fin au conflit espagnol par la guerre. John Hawkins, quant à lui, a toujours soutenu son cousin dans ses voyages, mais c'est lui qui révolutionne le cours de cette guerre en imaginant un nouveau mode de navigation. Les navires anglais deviennent alors légers et les canons présents à bord répondent tous à des normes précises, avec le même fonctionnement. À l'époque, les navires comptaient rarement 2 canons identiques. Chaque pièce possédait son propre poids, son propre fonctionnement. En bref, les équipages privilégiaient la phase d'abordage et les navires mis au point par Hawkins avaient été créés pour éviter cette phase au maximum, l'Angleterre ne faisant pas le poids face à l'Espagne. Le Golden Hind, bateau principal de Drake, est le premier de ce type. Encore une chose, cette façon d'éviter les conflits inutiles qu'on voit sur Chabondi correspond assez à Francis Drake. Il ne tuait jamais ceux qui se rendaient à lui. À la fin du voyage impossible de Drake, ayant parcouru les 3/4 de la surface du globe, la reine décide de l'adouber, mais pas sans raison. En plus d'avoir renfloué les caisses de l'État grâce à Drake, l'Angleterre voit aussi sa puissance militaire considérablement grossie grâce aux innovations que John Hawkins a fait installer sur le Golden Hind. Il reste à ce jour l'une des personnalités les plus imposantes de l'histoire d'Angleterre, et ce qu'il a laissé derrière lui avec son cousin a permis à d'autres grands noms comme Victoria d'avoir les outils nécessaires à la réussite. Avant de passer au suivant, je rappelle simplement qu'un mink se trouve dans l'équipage de Basil Hawkins, et qu'il a peut-être aidé Kaido à localiser Zou, même si j'ai envie que ce soit cette détestable Wanda. William Captain Kidd maintenant. Pour commencer, c'était un Écossais basé à New York qui baignait dans le commerce. Ses connaissances du monde maritime poussent les hautes sphères à le choisir pour éradiquer la piraterie sur les côtes du Massachusetts. Le nom de son navire est l'Adventure Galley, 36 canons et 150 membres dans son équipage. Sa mission fait chou blanc, il n'hésite d'ailleurs pas une seconde à tuer son canonnier qui le lui fait remarquer. Il finit par croiser le Quedagh Merchant, un navire de commerce, et décide de sortir le drapeau tricolore français. Le bateau en face fait de même, ne s'attendant pas à une ruse. Mais voilà, lors d'un abordage tranquille, il remarque que la situation politique qui se cache derrière le bateau qu'il vient d'aborder est assez complexe. La France protège ce bateau. L'Inde et l'Arménie sont mêlés à ça. Mais en plus, ce voyage se fait sous la demande de l'Angleterre. Il a cru taper Robin, mais c'est Sigul qui lui a répondu. Son équipage veut forcer et choper toutes les marchandises et l'or. Une idée sortie des fesses d'Onigomo vient prendre possession de notre capitaine. Il prend possession du Quedagh Merchant, coule son Adventure Galley, qui tombe en poussière, et voit sa tête mise à prix pour le meurtre de son canonnier et la prise du navire anglais. En fait, une partie du butin appartenait à l'empereur Moghol, ce qui explique l'implication de l'Inde et de la Compagnie britannique des Indes orientales. Étant donné que ça complique la politique marchande d'Angleterre et de l'Inde, un navire de guerre est envoyé pour capturer Kidd. Il cache son trésor de la même façon que le Joker dans Batman. Il se fait accompagner par un membre de son équipage et le bute une fois qu'il l'a aidé à cacher le trésor. C'est avec ce genre de comportement qu'il ne lui reste plus que 16 membres fidèles sur 150 dans son équipage. Enfin, Stevenson s'est inspiré de ce pirate et principalement de son butin à ce jour encore introuvable pour créer l'île au trésor. Cependant, nous avions vu précédemment qu'Oda s'était probablement inspiré de l'île au trésor pour Roger. C'est toujours amusant de prendre l'histoire dans les deux sens, enfin. Kidd s'est fait trahir et a fini pendu par la couronne. Beaucoup de points communs entre le personnage réel et celui d'Oda, mais restons sur cette trahison. Et passons rapidement au traître Apu Scratchman. Chui Apu était un pirate chinois ayant trahi tous ses alliés. Il n'a pas de haut fait réellement remarquable que je pourrais vous rapporter, mais ça laisse une assez grande manœuvre à Oda pour parler de ce singe volant. Beaucoup d'inspirations ont été placées là, j'en referai d'autres comme promis. En attendant, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire et un pouce bleu si ça vous a plu. N'oubliez surtout pas de partager cette vidéo au maximum pour que les abeilles soient de plus en plus nombreuses à bourdonner à travers le monde. Plus on aura d'abonnés, plus on pourra traiter de sujets sur différentes œuvres qui ne sont pas encore présentes sur la chaîne.
Allez, bzz les abeilles. Et cette fois, on se quitte sur un texte assez nordique. Oui, il nous vient de bord de ciel. La venue de l'enfant de dragon. Un héros. Ce héros viendra nous délivrer. Écoutez-le, lui qui vient, l'enfant de dragon. Dans sa voix, le pouvoir de l'antique art nordique. Oyez, oyez, l'enfant de dragon. Quand le ciel sera sauvé de ses ennemis, prenez garde, il arrive l'enfant de dragon. La nuit va disparaître et la lumière vaincra. Vous le verrez bientôt, l'enfant de dragon. Un barde random dans Skyrim. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans...